on commence aujourd'hui un nouveau chapitre qui va porter sur les statistiques descriptives. On laisse de côté un peu les probabilités pour quelque temps, on va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, donc, on va plutôt s'occuper de statistiques descriptives. Et avant d'amorcer vraiment les statistiques descriptives, on va parler aujourd'hui des variables, des différents types de variables, des échelles de variables aussi qu'on a. Voilà, alors c'est là-dessus que ça va porter aujourd'hui. D'abord, comme c'est souvent le cas, on va commencer avec quelques définitions. Première définition, la définition d'une population, que dans une étude statistique, on a toujours une population. C'est un ensemble d'individus ou d'objets qui ont une ou plusieurs caractéristiques communes. Des exemples de population, bon, on aurait les Québécois qui forment une population. Les étudiants du collège forment aussi une population, mais ça peut être des objets aussi, comme les motoneiges produites par Bombardier, forment aussi une population. On va souvent en statistique parler d'échantillons. Un échantillon, c'est un sous-ensemble de la population. Et on va aussi parler parfois d'unité statistique. Une unité statistique, c'est un élément de la population. Vous avez un petit schéma ici qui illustre bien les trois définitions. Chacun des X qui est dans le rectangle désigne une personne ou une unité statistique. Et le rectangle, lui, désigne la population complète, donc c'est tout l'ensemble des unités statistiques. Et vous avez un sous-ensemble à l'intérieur, représenté par un cercle, qui lui représente l'échantillon. Allons-y d'un exemple. On vous dit, pour effectuer un sondage électoral concernant les prochaines élections provinciales, on décide d'interviewer 1000 Québécois inscrits sur la liste électorale et choisis au hasard. Alors, la population, ce sera tous les Québécois inscrits sur la liste électorale. L'échantillon, ce serait 1000 Québécois inscrits sur la liste électorale également. Et l'unité statistique, ce serait tout simplement un Québécois inscrit sur la liste électorale. Et dans la plupart des études statistiques, donc, on utilise un échantillon pour représenter toute la population. Parce qu'une étude qui porte sur toute une population, c'est souvent trop coûteux et trop long. Alors, on essaie de choisir un échantillon qui, le plus possible, est représentatif de cette population-là. On n'en parlera pas dans ce chapitre-là, mais un peu plus tard dans le cours, on va voir des façons de prélever des échantillons qui sont représentatifs. Encore des définitions, on dit qu'une étude qui porte sur toute une population s'appelle un recensement. Au Canada, on fait des recensements à toutes les années qui se terminent par un 6 et qui se terminent par un 1, ce qui veut dire qu'en 2021, il devrait y en avoir un recensement. Une étude qui porte sur un échantillon s'appelle un sondage. Donc un sondage, c'est pas un questionnaire. Un sondage, c'est une étude qui porte sur un échantillon. Et quand on fait un sondage, on fait aussi ce qu'on appelle de l'inférence statistique, c'est-à-dire qu'on va tenter de généraliser à toute la population les résultats qu'on obtient à partir d'un échantillon. Par exemple, dans un sondage électoral, c'est ce qu'on fait. On prélève un échantillon et on espère qu'avec cet échantillon-là, on va être en mesure de prédire les résultats de la prochaine élection. Donc, on fait à ce moment-là de l'inférence statistique. Et dans le cours, les derniers chapitres du cours vont porter justement sur l'inférence statistique. Encore une dernière définition. Quand on parle de variable, une variable, c'est une caractéristique qui peut différer d'une unité statistique à l'autre. Des exemples de variables en statistique, le sexe d'une personne, c'est une variable. L'intention de vote d'une personne, c'est aussi une variable. La couleur des yeux d'une personne, c'est une variable. Et on pourrait en énumérer comme ça une infinité. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des variables. Les types de variables maintenant, donc on peut les classer selon différentes catégories. Il y a des variables qu'on appelle quantitatives. Donc une variable quantitative, c'est une variable où les différentes réponses sont des nombres. Et on appelle ces réponses-là des valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variable quantitative, pardon. Et des exemples, quand on parle du salaire d'une personne, c'est une variable quantitative. Le nombre d'enfants qu'a une personne, c'est une variable quantitative. Les différents types de variables quantitatives, il y en a deux.
vous avez des variables qui sont quantitatives discrètes. C'est quoi une variable quantitative discrète? C'est une variable quantitative où les réponses possibles peuvent prendre seulement quelques valeurs d'un intervalle. La plupart du temps, et presque tout le temps dans le fond, c'est des nombres entiers. Donc, des exemples de variables quantitatives discrètes, le nombre d'enfants d'une personne. Vous pouvez en avoir 0, 1 ou 2, mais vous ne pouvez pas en avoir 1,6. Donc, c'est une variable qui est quantitative discrète. Le nombre de cours qu'il y a sur votre horaire. Vous avez un cours, vous avez deux cours, vous avez trois cours, vous en avez 7, mais vous ne pouvez pas en avoir 2,6. Donc, c'est une variable qui est quantitative discrète. La pointure de vos souliers dans le système américain, vous pouvez chausser par exemple des 6, des 6,5, des 7, des 7,5. Ben, c'est une variable quantitative discrète, même s'il y a la présence des demi-points. Je vous disais tout à l'heure que ça prend la plupart du temps seulement les nombres entiers, mais ça peut prendre aussi des fractions dans un cas comme celui-là. Parce que même si peut-être que la pointure qui vous ferait le mieux, ce serait des 7,25, ça n'existe pas. Vous pouvez acheter des souliers de pointure 7 ou de pointure 7,5, mais pas 7,25. Alors, c'est une variable qui est quantitative discrète. Il existe aussi des variables quantitatives continues. Donc, c'est une variable quantitative où les réponses possibles peuvent prendre toutes les valeurs de l'intervalle. J'insiste sur le peuvent prendre parce que parfois, on les utilise pas nécessairement, les nombres décimaux, mais ce serait possible de les mettre. Et un exemple de ça, ben, l'âge d'une personne. Quand on vous demande votre âge, la plupart du temps, on va répondre que vous avez 22, 23, 24 ans, mais quelqu'un pourrait très bien dire j'ai 24,456 ans. Et la preuve de ça, c'est que quand vous avez un bébé, ben un bébé, souvent, on va donner l'âge en mois, et même en semaines, et peut-être même en jours s'il est vraiment très jeune. Mais on ne dira jamais mon bébé a 0 ans. On va dire mon bébé a 3 semaines, mon bébé a 3 mois, mon bébé a 8 semaines. Donc, l'âge est une variable qui est quantitative continue. Le temps que ça vous prend pour vous rendre au collège, souvent, vous allez dire, mettons, ça me prend 25 minutes, mais si on faisait le calcul, si on faisait la mesure, en fait, on pourrait parfois répondre avec des décimales. Et c'est pour ça que c'est une variable qui est quantitative continue. Maintenant, quand on regarde les réponses qu'on peut donner pour une variable, ben, il y a deux échelles possibles pour les variables quantitatives. Première échelle, c'est l'échelle d'intervalle. Dans l'échelle d'intervalle, on dit que seul l'écart entre deux valeurs a un sens. Donc, la division de deux valeurs, elle, n'en aurait pas. Un truc pour déterminer rapidement si on a une échelle d'intervalle, c'est de regarder le zéro. Si le zéro est relatif, c'est-à-dire fixé par l'homme, ben on a une échelle d'intervalle. Et on va regarder des exemples de ça. Par exemple, quand on parle de notre année de naissance, on sait que quelqu'un qui est né en 1980 a 20 ans de plus que quelqu'un qui est né en l'an 2000. Donc, en faisant la différence entre 2000 et 1980, donc en regardant l'intervalle, on a une information, on sait qu'ils ont 20 ans d'écart. Par contre, si on faisait la division de 2000 par 1980, on n'aurait pas d'information importante avec ça. Alors, c'est une échelle d'intervalle. En plus, si quelqu'un vous disait qu'il est né en l'an 0, c'est que ça se peut pas, mais si quelqu'un vous disait ça, ben ça voudrait dire que dans le fond, il est né en même temps que Jésus, parce que le calendrier qu'on utilise est un calendrier chrétien qui a été établi par un pape. Donc, l'an 0 a été fixé à la naissance du Christ. En fait, on devrait dire plutôt que c'est l'an 1 qui a été fixé à la naissance du Christ, parce que au moment où le calendrier a été inventé, le zéro n'existait pas. Donc, c'est une absence, il y a une absence de zéro à ce moment-là, mais s'il y en avait un, ben, il aurait été fixé à la naissance du Christ. Un autre exemple, quand on regarde l'heure du lever. L'heure du lever, vous êtes levé à 6 heures, une autre personne vous dit qu'elle s'est levée à midi, ben on sait que la personne qui s'est levée à midi s'est levée 6 heures plus tard que la personne qui s'est levée à 6 heures. Par contre, on ne peut pas dire qu'elle s'est levée 2 fois plus tard, parce que même si on faisait 12 divisé par 6 qui donne 2, ça ne veut pas dire qu'elle s'est levée 2 fois plus tard. Elle s'est levée 6 heures plus tard.
Et en même temps, ben, dans l'heure du lever, le 0, si quelqu'un s'est levé à l'heure 0, ça veut dire qu'il serait levé à minuit. Ben, dans notre système de temps, on a décidé que l'heure 0, ce serait minuit. Pourquoi ça? Pourquoi minuit? Honnêtement, je ne le sais pas. Il faudrait peut-être faire des recherches là-dessus. Mais c'est un choix qui a été fait par un humain, donc c'est un 0 qui est relatif. Un dernier exemple, la température extérieure. Quand vous dites qu'il fait 10 degrés Celsius, puis qu'une semaine plus tard, il fait 20 degrés Celsius, on peut pas dire qu'il fait 2 fois plus chaud. On peut dire qu'il y a un écart de 10 degrés entre les deux températures, mais pas qu'il fait 2 fois plus chaud. Et quand on parle de température extérieure, quand on dit qu'il fait 0 degré, ben le 0 degré ne signifie pas une absence totale de chaleur. C'est un 0 qui a été fixé par l'homme à la température où l'eau gèle. Donc, c'est pas un 0 absolu, c'est un 0 qui est relatif. L'autre échelle qu'on peut rencontrer, c'est l'échelle de rapport. Dans l'échelle de rapport, ben, on dit qu'en plus de l'écart, la division de deux valeurs peut avoir un sens. Et on va voir. Puis un truc qui va nous aider à déterminer si on a une échelle de rapport, c'est que le 0, cette fois-ci, est absolu, c'est-à-dire que c'est un 0 qui signifie une absence totale de quelque chose. Regardons des exemples. Votre âge. Si quelqu'un disait qu'il a l'âge 0, ça veut dire que ce serait un bébé naissant. Évidemment, il ne pourrait pas vous le dire, là, mais ce serait un bébé naissant. Et vous savez aussi que si une personne a 20 ans et qu'une autre personne a 40 ans, ben la personne qui a 40 ans est 2 fois plus âgée que celle qui a 20 ans. Elle a vécu 2 fois plus longtemps environ, parce que peut-être qu'ils ne sont pas nés le même jour, là, mais ça nous donne quand même une information. Quand on parle du nombre d'heures d'études pour un examen, vous avez étudié 4 heures pour un examen, puis votre ami a étudié 8 heures, ben à ce moment-là, votre ami a étudié 2 fois plus longtemps que vous pour cet examen-là. Puis si quelqu'un n'a pas du tout étudié, ben il pourrait dire qu'il a étudié 0 heure, et ce serait un vrai 0. Donc c'est un 0 absolu à ce moment-là. Alors c'est une échelle de rapport. Un autre type de variable, ce sont les variables qualitatives. Donc, une variable qualitative, c'est une variable où les différentes réponses possibles sont des mots. Ces mots-là, on les appelle des modalités. Quand on a des variables quantitatives, les réponses possibles sont des valeurs. Ben, quand on a des variables qualitatives, les réponses possibles sont des modalités. Des exemples de variables qualitatives, oui, le sexe. Si on vous demande votre sexe, vous allez dire ben, c'est masculin, féminin. Donc, ce n'est pas des chiffres que vous allez donner, mais des mots. Alors, c'est une information qualitative. Si on vous demande la couleur de vos yeux, vous avez les yeux bleus, vous avez les yeux bruns, encore là, vous donnez comme réponse une couleur, donc des mots, et non pas des nombres. Alors, c'est une variable qui est qualitative. Alors maintenant, quand on regarde les réponses qu'on peut donner à une variable qualitative, on peut les classer, elles aussi, selon deux échelles. Première échelle, l'échelle nominale. Quand est-ce qu'on a une échelle nominale? C'est quand il n'y a pas d'ordre entre les modalités. Par exemple, quand on parle de la variable sexe, ben, les choix de réponse possibles sont masculin et féminin. Ben, il n'y a pas d'ordre entre masculin et féminin. Quand on a comme variable la langue maternelle, ben, les réponses possibles pourraient être français, anglais, espagnol, arabe, etc. Ben, entre ces langues-là, il n'y a pas d'ordre. Souvent, dans l'énumération, on va commencer par la langue qui est la plus courante, comme au Québec, on commencerait par français. Mais c'est un choix qu'on fait. Ça ne veut pas dire que le français est prioritaire sur une autre langue. C'est tout simplement un choix pour éviter aux gens d'avoir à lire toute la liste. Donc, ce sont des variables où l'ordre des réponses, où il n'y a pas d'ordre en fait entre les réponses possibles. S'il y a un ordre entre les réponses possibles, on parle à ce moment-là d'échelle ordinale. Donc, dans une échelle ordinale, il y a un ordre entre les différentes modalités. Et un exemple de variable à échelle ordinale, ben, ce serait par exemple le niveau de satisfaction envers le gouvernement, ça pourrait être envers le service d'un restaurant ou peu importe. Souvent, dans une question comme ça, on va vous donner comme choix de réponse très satisfait, satisfait, moyennement satisfait. Donc, à ce moment-là, ben, il y a un ordre entre les différentes réponses possibles. Alors, voici un tableau qui va résumer les différents types de variables et les échelles qu'on va avoir.
Donc, premièrement, le premier type de variable qu'on a rencontré, sont les variables qualitatives. Et pour les variables qualitatives, ben, il y a deux échelles possibles, l'échelle nominale et l'échelle ordinale. L'autre type de variable qu'on a vu, ce sont les variables quantitatives discrètes. Donc, pour les variables quantitatives discrètes, il y a deux échelles possibles, les échelles d'intervalle et de rapport. Et finalement, pour les variables quantitatives continues, il y a aussi deux échelles possibles. Encore une fois, ce sont les échelles d'intervalle et les échelles de rapport. Vous devez connaître ces choses-là parce que, éventuellement, dans les statistiques descriptives, il y a certaines choses qu'on va pouvoir faire avec des variables qualitatives, d'autres qu'on ne pourra pas. Certaines choses qu'on ne pourra pas faire, par exemple, avec des échelles d'intervalle quand on a des variables quantitatives. Alors, il faut connaître ce vocabulaire-là et connaître ces différents types-là. C'est pas compliqué, il faut juste se donner la peine de les apprendre. Pour vous aider justement à les apprendre, ben, je vous suggère de compléter les exercices de la section 2.2.6 dans vos notes de cours. Bon travail!